Avant de plonger dans l'histoire, un petit mot. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et laissez un like si cette histoire vous touche. Cela nous aide à partager d'autres récits comme celui-ci. La salle 712 respirait un calme artificiel, celui des couloirs qui sentent la désinfection et le café tiède. Camille Leblanc acheva sa ronde comme on ferme un cercle. Vérification des perfusions, ajustement des coussins, une main qui effleure la tempe d'un patient pour confirmer qu'il respire encore. Il y avait au-dessus de son casier une photo froissée d'Emma, 8 ans, souriante avec 2 tresses et un écart malroi entre les dents. Camille la regarda pendant une seconde de trop, comme si, en fixant l'image, elle pouvait absorber un peu d'énergie. Puis elle remit le badge, prit la tablette et poussa la porte de la chambre qui, depuis quelques heures, était devenue le centre des rumeurs du service. Chambre 712, un lit occupé par un homme au costume froissé, regard franc et autoritaire, un magnat selon les bruits, arrivé la veille pour un épisode d'arythmie grave. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se voie. Alexandre Dufresne était là, éveillé, une perfusion à contre-jour. Mais ce n'étaient pas les fils qui retiennent l'attention de Camille. C'était la façon dont il contrôlait l'espace, même affaibli, comme s'il distribuait encore ordre et confiance à ceux qui l'entouraient. Quand elle entra, il leva les yeux et un sourire sec passa sur ses lèvres. Il connaissait son nom déjà, les équipes d'admission l'avaient noté sur sa fiche. Infirmière Leblanc, je présume ? Sa voix était posée, sans complaisance. Camille répondit en professionnel. Nom, fonction, prochaines étapes. Elle parlait peu d'elle-même au travail. La pudeur s'était imposée depuis que sa vie était fractionnée entre les gardes et Emma. Mais il y eut une minuscule pause, un éclair de curiosité chez Alexandre, comme si son regard détaillait la fatigue derrière le masque de politesse. Il ne fit pas l'erreur d'être compatissant, il observa, jaugea, comme devant un boulevard de chiffres. Les premiers jours furent un test. Alexandre se montra difficile, exigeant, parfois brusque. Il demandait des horaires précis, des services exclusifs, et s'enquit dès le 2e soir d'une faveur peu commune. C'était venu naturellement pour lui, confondant argent et influence avec proximité humaine. « Vous savez, dit-il un soir, la voix plus douce qu'à l'habitude, il y a des choses que l'on peut acheter, et d'autres non. Dites-moi ce que je dois offrir pour que vous restiez à mes côtés un peu plus longtemps. 10 minutes, juste 10 minutes. Embrassez-moi. » La demande tomba dans la chambre comme une goutte d'encre. Camille sentit son estomac se contracter. C'était une proposition qui mettait en jeu son serment, sa dignité et la sécurité d'Emma. Elle posa la main sur la pression artérielle, comme pour ramener la conversation dans le domaine clinique. Sa réponse fut claire, mesurée, ferme. Elle expliqua les règles déontologiques, parla de la frontière professionnelle, évoqua les patients vulnérables et leur droit au respect. Alexandre n'en était pas à son premier caprice. Il sourit, comme attendri, et proposa quelque chose d'encore plus étrange. Un contrat, une clause écrite qui stipulerait une intervention émotionnelle de 10 minutes, encadrée et payée. Il parla de thérapeutique, de protocole personnalisé et de confidentialité. La proposition posa un problème moral évident. Camille sentit la tension entre la tentation, la somme proposée aurait pu régler des factures, changer de garde, offrir un avenir plus sûr à Emma, et l'éthique qui la soutenait depuis toujours. Le pouvoir d'Alexandre, son argent, le regard du service, tout cela formait un faisceau de pression. Elle refusa l'idée d'un geste acheté. Mais elle n'alla pas jusqu'à fermer la porte à l'humanité. Elle proposa une alternative. Si une interaction devait avoir lieu, qu'elle soit instaurée sur des bases claires, médicales et supervisées. Pas de confusion entre affection et soins. Docteur Moreau intervint. Chef de service, pragmatique, il était l'interface entre morale et nécessité clinique. Il lui expliqua qu'un protocole de soutien émotionnel, s'il était validé par l'équipe psychosociale et accepté par le patient sans contrainte, pouvait aider la rééducation. Mais il rappela aussi que l'hôpital n'était pas une scène pour transactions privées. Alexandre, entendu, accepta un cadre formel.
La première concession fut une reconnaissance. Il avait outrepassé sa position. Il signa une lettre, accepta la présence d'un témoin et la possibilité de revenir sur la décision à tout moment. C'était imparfait, mais c'était honnête. La respiration de Camille ralentit légèrement la première fois qu'elle l'approcha en dehors des soins stricts. Elle n'était pas devenue naïve, elle pesait chaque mot, chaque geste. Entre eux, la mécanique du soin fut la structure de la relation. Alexandre, habitué à imposer sa volonté, se montra, lorsque la maladie le remit à nu, incroyablement dépendant des autres. Il avait appris à commander, il dut apprendre à recevoir. Et il y eut des moments où la vulnérabilité se glissa dans des gestes simples, demander qu'on lui tienne la main durant un examen, admettre qu'il craignait la nuit. Camille répondit par la routine, réglage des perfusions, explication des électrocardiogrammes, mais sa voix prit parfois une douceur qu'elle se refusait ailleurs. La vie de Camille hors de l'hôpital était lisse et concentrée. L'appartement du 16e arrondissement, où elle vivait, elle et Emma, avait des étagères de livres écornées, des casseroles de plus en plus usées et des plantes que Camille oubliait souvent d'arroser. Emma était une fille d'une curiosité vive. Elle posait des questions sur l'argent, sur la peur, sur les cœurs qui battaient trop vite. Elle aimait dessiner des lacs, toujours le même lac, avec des nénuphars et un radeau peint en bleu. Ses dessins restaient collés sur le frigo. Camille gardait ces images comme un talisman. Quand la première nuit de garde longue s'acheva, Camille prit le bus, le visage encore marbré de fatigue. Le souvenir de la proposition d'Alexandre la suivait. Elle pensa à la somme qu'il avait promise, aux factures qui s'amoncelaient, à la visite d'un avocat qu'elle n'avait jamais pu se payer. Elle pensa aussi à Emma, à son rire qui déjouait les casse-têtes du quotidien. Elle se dit qu'il n'y avait pas de raccourci honnête pour la dignité. Pour Alexandre, l'hospitalisation fut une révélation plus radicale. Privé de ses ordres, il se recentra sur un vide qu'il n'avait jamais nommé. La puissance avait jusqu'alors drapé ses nuits. Maintenant, l'angoisse prenait la place du pouvoir. On apprit qu'il avait grandi près d'un lac, dans une maison modeste, que sa mère était morte jeune, que la technologie avait été son issue. Cette histoire, livrée par des papiers médicaux et des confidences timides, se fracturait dans la chambre 712. L'homme entier mêlait succès et solitude, chiffres et regrets. La suite de la relation s'étira en apprentissage discret. Alexandre engagea des conversations qui prenaient la forme d'interrogations sincères. Il demandait à Camille comment organiser sa journée avec Emma, ce qu'elle aurait fait si elle avait un peu moins peur. Elle répondit d'abord par réflexe professionnel, conseils sanitaires, petites astuces pour la routine du soir. Puis il y eut des échanges plus personnels. Il lui parla d'un lac où il allait enfant, d'un vieux chronomètre que son père lui avait donné, et d'un rituel étrange, 10 minutes volées, où il s'arrêtait pour regarder le ciel. La répétition de ce chiffre, 10, prit une place symbolique, un intervalle de temps possible pour se souvenir ou pour changer. Alexandre, dans un moment d'impulsion qui surprit tout le service, fit ce qu'on attendrait d'un homme qui veut réparer un tort. Il commença à chercher. Pas seulement des informations publiques, il utilisa des ressources pour en savoir plus sur Camille, sur ses anciens employeurs, sur son adresse. Quand Camille apprit que sa vie avait été fouillée, elle ressentit une violation qui n'avait rien d'administratif. Ce n'était pas que l'information elle-même, c'était l'idée d'être traité comme un objet à posséder. La réaction fut immédiate. Il y eut des réunions, Dr Moreau prit la parole et rappela les règles, non sans sévérité. Alexandre, pris au piège de son propre pouvoir, eut à présenter des excuses publiques et privées. Il le fit, maladroitement d'abord, puis avec une sincérité qui finit par atteindre Camille. Il expliqua qu'il cherchait à comprendre, qu'il s'était laissé guider par la crainte de perdre de nouveau quelque chose qu'il ne pouvait réparer autrement. Il demanda pardon, non comme une transaction, mais comme reconnaissance d'un outrage. La transparence fut la clé. Alexandre offrit de financer un fonds pour la formation des infirmières en cardiologie, non comme réparation du passé, mais pour une initiative durable. Camille hésita. L'idée de voir sa profession instrumentalisée par de l'argent la rendait méfiante.
Cependant, la fondation fut conçue avec des garde-fous, des comités indépendants, et surtout, Camille y eut une voix. Elle commença à accepter l'idée que la puissance peut parfois servir, à condition d'être soumise à des règles. Les semaines qui suivirent furent une succession de petites victoires et de reculs. Ils partagèrent des repas à la cafétéria, des promenades sur la terrasse qui donnait sur la Seine, des silences qui disaient plus que les mots. Alexandre apprit à écouter sans proposer immédiatement une solution. Camille apprit à recevoir de l'aide sans se sentir inférieur. On ne parla jamais d'un baiser offert comme monnaie, le consentement resta au centre de leur décision. Quand ils s'embrassèrent enfin, ce ne fut pas un échange programmé ou vendu, ce fut une action réitérée, volontaire, avec la possibilité constante de dire non. Alexandre avait proposé autrefois d'acheter un baiser. Il comprit, peu à peu, que l'amour ne se marchande pas. Le baiser qui surprit tout le monde survint dans un couloir désert après une reconnaissance publique de ses erreurs. Il fut une conclusion, non un commencement. L'enfant, Emma, tint sa place dans cette évolution. Elle rencontra Alexandre timidement, avec une perspicacité qui déjouait les adultères émotions. Elle le jaugea, posa des questions directes, demanda pourquoi il avait cherché leur vie. Alexandre lui parla franchement, avec un langage adapté, et promit qu'il l'apprendrait. Il n'eut pas d'instant magique, l'acceptation d'Emma fut graduelle. Elle finit par aimer le fait qu'il lui apportait parfois des livres rares et qu'il respectait ses horaires pour raconter une histoire avant qu'elle ne s'endorme. La tension monta vers un sommet que personne au départ n'avait pleinement anticipé. Alexandre eut une rechute, des palpitations plus marquées, une syncope sur la terrasse du château des Cygnes où il avait pour un temps été évacué. Les examens révélèrent une fragilité qui nécessitait la pose d'un défibrillateur implantable. L'intervention n'était pas miraculeuse, mais elle demeurait lourde de conséquences. Camille ressentit un conflit intime. Elle était infirmière, certes, mais aussi la femme qui aimait l'homme que le monde observait. Faut-il s'engager publiquement, au risque d'être accusé d'avoir profité d'une position? Devait-elle rester à ses côtés, quitte à exposer sa fille à l'attention médiatique? Elle passa des nuits sans dormir, songeant à ce que signifiait aimer en pleine lumière. Le jour de l'opération, l'hôpital se transforma en une mécanique rythmée. Alexandre, qui autrefois aurait organisé un événement spectaculaire, choisit une simplicité qui en disait plus long que tous les cadeaux. Il prit Camille sur la berge d'un lac qu'ils connaissaient désormais tous deux, la lumière dorée du soir caressant l'eau. Il tint le chronomètre qu'il avait retrouvé dans un tiroir d'enfant, le même qui avait mesuré 10 minutes à l'époque de sa solitude. « Je veux que nos 10 minutes deviennent toute notre vie », murmura-t-il. Camille réfléchit, non aux promesses idéales, mais aux faits concrets. La sécurité d'Emma, le respect de son rôle professionnel, l'engagement d'Alexandre à soutenir la fondation sans interférer dans le travail quotidien. Elle accepta, non parce que l'argent résolvait tout, mais parce qu'il y avait eu réparation, reconnaissance et volonté de transparence. Le mariage fut simple. Emma, en robe modeste, tendit les alliances avec un sourire espiègle. Doc Moreau, invité, prononça quelques mots de bienveillance et de réalité. L'amour est un long travail, surtout quand il commence avec des erreurs. Les fleurs, blanches et pâles, apportaient une douceur qui n'était pas mièvre, mais sincère. Les 10 minutes furent honorées de façon particulière. Chaque invité fut invité à écrire une chose qu'il promettait de respecter au quotidien. Les promesses furent variées: écouter, être honnête, servir. Ce petit rituel transforma la cérémonie en engagement concret. Les années qui suivirent montrèrent un équilibre fragile mais tenace. La Fondation annonça des bourses pour infirmières en cardiologie. L'hôpital connut une amélioration dans les programmes de soutien émotionnel. Emma s'épanouit, réfléchissant à son avenir avec la distance nécessaire. Alexandre ralentit. Il vendit certaines parts, délégua, apprit à demander conseil à ceux qui savaient mieux que lui de nombreux détails. Camille accepta un poste de coordination qui combinait soins et formation. Leur relation n'était pas une apothéose, c'était un chantier quotidien, avec ses disputes, ses rires, ses gestes de fatigue. Mais la base tenait: responsabilité,
consentement et une vérité partagée. Un soir, au bord du lac que l'enfant d'antan peinturlurait encore dans ses dessins, Camille et Alexandre s'assirent, les doigts enlacés. Le soleil glissait en filaments d'or sur l'eau, les nénuphars se balançaient doucement. Emma lança un petit bateau en papier qu'elle avait fabriqué, et il dessina des cercles à la surface. Camille pensa au chemin parcouru, des portes négociées dans une chambre d'hôpital, des regards froissés, des excuses publiques, et finalement un choix libre. Elle sourit, non d'un sourire naïf, mais d'un sourire qui savait l'effort. Alexandre posa sa tête contre son épaule, et pour le moment, l'histoire s'arrêta sur cette image. 3 silhouettes, un lac, 10 minutes qui se prolongeaient sans besoin d'être mesurées. Le monde les regarda parfois avec suspicion, parfois avec curiosité, souvent avec indifférence. Ce qui comptait dans la fin de leur récit à eux, c'était que la surprise que provoqua ce baiser n'était pas l'effet d'une transaction, mais le signal d'une transformation. Le milliardaire qui avait surpris tout le monde apprit à être surpris à son tour, par la force silencieuse d'une infirmière, par la capacité d'un enfant à pardonner, par la possibilité qu'une responsabilité éthique, quand elle était acceptée, pouvait changer des vies. Il n'avait pas effacé le passé, il l'avait affronté, et cela était déjà beaucoup. La dernière image que Camille garda fut simple et durable. Le chronomètre dans la main d'Alexandre, arrêté, puis relancé, non pour mesurer un temps vendu, mais pour rappeler que chaque jour offrait des 10 minutes précieuses pour écouter, pour parler, pour réparer. Elle pensa à Emma, qui joignait maintenant les mains dans un rituel inventé, et sut que, malgré les blessures et les erreurs, il y avait un avenir où la dignité et l'amour pouvaient coexister, exigeants et tendres à la fois. Le chronomètre resta dans la main d'Alexandre comme un talisman. Parfois, quand la fatigue pesait plus lourd que les habitudes, il le sortait du tiroir et le regardait, pas pour mesurer l'amour, mais pour se rappeler que chaque jour offrait une marge de 10 minutes pour réparer, écouter, réajuster. Camille l'aimait pour cela, ce petit objet au contour usé, témoignage muet d'une promesse fragile devenue rituelle. La dernière image que Camille garda fut simple et durable. Le chronomètre dans la main d'Alexandre, arrêté, puis relancé, non pour mesurer un temps vendu, mais pour rappeler que chaque jour offrait des 10 minutes précieuses pour écouter, pour parler, pour réparer. Elle pensa à Emma, qui joignait maintenant les mains dans un rituel inventé, et sut que, malgré les blessures et les erreurs, il y avait un avenir où la dignité et l'amour pouvaient coexister, exigeants et tendres à la fois. Le chronomètre resta dans la main d'Alexandre comme un talisman. Parfois, quand la fatigue pesait plus lourd que les habitudes, il le sortait du tiroir et le regardait. Pas pour mesurer l'amour, mais pour se rappeler que chaque jour offrait une marge de 10 minutes pour réparer, écouter, réajuster. Camille l'aimait pour cela, ce petit objet au contour usé, témoignage muet d'une promesse fragile devenue rituelle. Les routines instaurées après le mariage devenaient les vrais gardiens de leur paix. Ils réservaient une dizaine de minutes le matin avant que le monde n'impose ses urgences et une autre le soir après les dossiers, les gardes, les conseils. Ces plages étaient souvent banales, un café partagé sans écran, un compte-rendu bref de la journée, une demande d'excuses si l'une avait été nécessaire, mais elles avaient le pouvoir de ramener les trois au centre d'un cercle. Emma apprit vite à reconnaître ce temps-là. Elle accourait parfois avec une feuille ou un dessin, exigeant d'y participer, comme si les 10 minutes étaient une fête privée. Pour Camille, le travail à l'hôpital et à la coordination devenait peu à peu une vocation où l'expérience personnelle se transformait en force. Elle refusait désormais tout rôle où sa dignité ou celle d'Emma pourrait être mise en péril. Lorsqu'une proposition mal ficelée, venue d'un consultant extérieur, cherchait à instrumentaliser des témoignages de patientes pour séduire des donateurs, Camille la fit écarter.
Elle savait que la vérité soignée et l'honnêteté, même lorsqu'elle semblait coûter de l'argent ou des relations, étaient la seule monnaie qui valait la peine d'être dépensée. Alexandre changea, mais le monde ne se laissait pas convaincre par des simples gestes. Les hommes qui avaient été ses partenaires autrefois regardaient avec incrédulité son monceau de bonnes intentions. Certains se retirèrent, d'autres essayèrent de mesurer l'homme qu'il était devenu à l'aune de l'homme qu'il avait été. Un article critique parut dans un grand quotidien économique, plus curieux que malveillant peut-être, mais suffisant pour réveiller les vieilles rumeurs. On remuait encore la question du geste initial. Avait-il vraiment réparé ou avait-il acheté sa tranquillité ? Le journaliste qui signa le papier pointa sans violence les zones d'ombre et appela à la vigilance. La fondation en paya le prix. Une poignée de bailleurs se firent prudents, des voix parlaient de gouvernance plus stricte. La première réunion du nouveau conseil après l'article fut longue et tendue. Des chiffres furent présentés, des audits externes demandés. Alexandre entra dans la salle la première, le chronomètre dans sa poche, la respiration mesurée. Il prit la parole sans posture théâtrale. « Je ne suis pas venu ici pour être excusé, dit-il. Je suis venu pour que l'on travaille mieux, pour que les dons servent les soins et non les discours, pour que l'on rende compte de chaque centime et surtout que l'on tienne compte de la dignité de ceux que nous aidons. » Les paroles eurent l'effet d'un petit soulèvement de chambre. La jeune administratrice, une femme au regard aigu qui avait longtemps œuvré dans le 3e secteur, posa les bonnes questions. Camille, assise à côté d'Alexandre, sentit la chaleur monter sous sa peau. Non de colère, mais d'alerte. Elle comprit que la confiance devait être gagnée encore et encore. À la fin de la séance, on décida d'ouvrir les comptes, de créer un comité d'éthique indépendant et d'instaurer des rencontres trimestrielles où les équipes de terrain feraient rapport. Alexandre accepta tout, accepta la surveillance, accepta même que certaines décisions qu'il aurait autrefois prises seul ne lui reviennent plus. C'était une humiliation choisie, mais aussi une libération. Camille le regarda rendre sa fierté au profit d'une responsabilité plus vaste. Elle sut, avec un soulagement discret, que c'était ainsi que les choses duraient. Emma, de son côté, grandissait dans une maison où les conversations sérieuses côtoyaient les jeux sans heurts. L'enfant posait des questions directes, parfois implacables. Un soir, en faisant la vaisselle, petite corvée qu'on lui laissait partager pour lui apprendre la patience, elle demanda sans détour. « Papa, pourquoi t'as fait mal à maman ?» Le silence se fit, lourd et nécessaire. Alexandre posa son regard sur Camille, qui hocha la tête imperceptiblement. Il se pencha vers Emma, parlant d'une voix plus douce qu'il n'aurait cru capable. « J'ai fait une erreur, dit-il. J'ai pensé au pouvoir et à l'argent avant ce qui compte. J'ai blessé les gens les plus proches de moi. Mais je veux réparer. Et je veux que tu saches que réparer, ce n'est pas seulement dire désolé, c'est changer pour de vrai. » Emma, avec la logique de ses 6 ans, leva les yeux et conclut. « Alors tu dois changer beaucoup. Mais t'as déjà changé un peu, non? Parce que tu donnes des bourses. Et aujourd'hui, tu m'as aidé à faire mes lacets. » Ce mélange d'innocence et de pragmatisme fit rire Camille. Il n'y avait pas d'aveu qui ne devint plus léger après l'examen d'un enfant. Les défis se multiplièrent pourtant. Tout n'était pas une remontée continue. Une infirmière, apparemment confuse après la mise en place d'un nouveau protocole de formation financé par la Fondation, écrivit aux autorités sanitaires une lettre demandant une enquête sur la manière dont les fonds étaient orientés. Son geste n'était pas hostile. Elle voulait simplement garantir que le soin ne devienne pas objet de communication. La nouvelle excita à nouveau certains commentateurs, donnant une illusion de scandale. Camille fut sollicitée pour répondre, expliquer, rassurer. Elle prit la plume et le téléphone, mais surtout elle se rendit dans les services. Voir, entendre, témoigner. Les visites au chevet, les discussions avec les équipes, les heures passées à écouter furent plus efficaces que n'importe quelle note officielle. Entre tout cela, des petits bonheurs tenaient le quotidien.
Ils inventèrent des fêtes discrètes, un anniversaire d'Emma fêté au petit matin, un dîner improvisé au bord du lac, un atelier de collage pour les enfants des infirmières. Le chronomètre servait parfois pour un jeu stupide, qui finirait son dessin en 10 minutes. Parfois, il restait silencieux, inutile, et il prenait la durée à l'oreille. Ces gestes, sans éclat public, cilenta la conversation et la confiance. Un hiver, alors que les jours raccourcissaient et que le lac se couvrait d'une brume qui retient les lumières, la Fondation lança un appel audacieux. Créer un centre de formation pour soignants en cardiologie émotionnelle. Un lieu où la technique et l'écoute seraient enseignées ensemble. L'idée naquit d'une observation. Les progrès médicaux ne suffisent pas si le patient est abandonné à la douleur, si la famille ne sait comment être. Le projet séduisit immédiatement les équipes cliniques. Il nécessitait des fonds, des partenariats et surtout une gouvernance impeccable. Alexandre vit dans ce projet une occasion, prouver que les ressources pouvaient servir pour transformer le système et non pour flatter un ego. Mais la proposition exigeait prudence. Il proposa que la gouvernance du centre soit partagée à parts égales entre professionnels de santé, représentants des familles et administrateurs impartiaux. Certains donateurs privés, attirés par l'éclat de la nouveauté, s'en allèrent. Ils voulaient contrôle et visibilité. D'autres, étonnamment, affluèrent. On trouva des mécènes qui demandaient la transparence complète, des fondations publiques qui voyaient l'opportunité d'un modèle exportable. La balance oscillait sans cesse. Il fallut négocier avec doigté, parfois en laissant partir des offres qui paraissaient alléchantes, mais dangereuses. Camille fut au centre de ces négociations côté médical. Elle voyait les formations comme des actes de justice. Donner aux soignants les outils pour respecter la dignité des patients revenait à réclamer une société plus humaine. Elle insista pour que le programme inclue des modules sur la prévention de l'épuisement professionnel, des séances de supervision et la participation des familles à l'éducation. Ces interventions furent parfois perçues comme idéalistes, d'autres fois comme indispensables. Un après-midi, dans le nouveau local qu'ils avaient loué pour des réunions, quelqu'un posa la question qui pesait depuis des mois. « Croyez-vous, demanda la jeune administratrice, que tout cela va effacer ce qui s'est passé ?» La question n'était pas une attaque, mais une tentative de mesure. Alexandre répondit d'abord en regardant le sol, puis leva les yeux. « Non, dit-il, rien n'effacera, mais nous pouvons apprendre. Et l'apprentissage, partagé, devient soin. » Camille appuya son propos d'un geste simple. « Et l'important, ajouta-t-elle, c'est d'être capable d'accepter que l'on ne sera jamais parfait. Notre tâche est de faire en sorte que nos imperfections ne blessent pas davantage ceux que nous sommes censés servir. » La phrase fut un baume. Le projet avança, lentement, mais avec plus de soin dans les alliances. À la maison, les soirées restaient sacrées. Un soir d'automne, une discussion plus longue que d'habitude éclata autour de la table. Alexandre parla de son père, d'un homme dur qui avait forgé son empire au prix d'aveuglement. Camille parla de son propre refus de rester une victime muette. Ils échangèrent, se blessèrent brièvement, puis se réparèrent comme ils avaient appris à le faire. Emma, feignant l'ennui, réarrangea les nappes et écouta avec attention. Les enfants apprennent, surtout quand ils observent la manière dont les adultes se corrigent. La presse, après un temps d'excitation, se calma. Les audits publiés furent propres, la gouvernance plus solide que prévu. Les voix critiques restèrent, mais elles furent moins dominantes. Ce qui changea réellement fut l'attention apportée par les équipes. Davantage de réunions de concertation, un code de bonne conduite, des protocoles pour les témoignages de patientes. Les 10 minutes ne devenirent pas une panacée, mais elles furent l'étincelle d'une pratique renouvelée. Pourtant, la paix resta fragile. Un matin, alors que la ville s'éveillait au printemps, Camille reçut un appel du docteur Moreau. Sa voix, habituellement rassurante, trahissait une fatigue. « Viens, lui dit-il simplement. Il faut que nous parlions d'Emma. » La phrase jeta une ombre.
Camille sentit la terre se dérober, non à cause d'un aiguillon d'angoisse immédiate, mais parce que les mots derrière l'appel promettaient un autre type d'épreuve, la nécessité d'accepter l'aide, la remise en question d'une commande de vie qui ne s'arrête jamais. Elle composa le numéro d'Alexandre et le trouva dans le jardin, le chronomètre posé sur la table, comme une balise. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Camille regarda l'horizon et, pour la première fois depuis longtemps, leva la voix avec une réserve fragile. « Viens au cabinet du docteur Moreau, dit-elle. On fera les 10 minutes en route. » Ils partirent ensemble, laissant le lac et le petit bateau de papier dériver en cercle. Le récit de ce qui suivit serait fait d'hôpitaux, d'examens, de mains tremblantes et de rires retenus. Il serait plein de petites victoires et d'angoisses contenues. Mais ce soir-là, en quittant la maison, Alexandre prit le chronomètre et le remit à son poignet. Non pour mesurer la peur, mais pour se souvenir qu'ils la traverseraient à la manière qu'ils avaient choisie, ensemble, en accord et sans jamais troquer la dignité contre l'efficacité. Il ne savait pas encore toutes les épreuves à venir. Il savait seulement que la route continuerait, pleine de détours et de rencontres, et que, si la promesse n'était pas une garantie, elle restait une manière de regarder les jours, non comme des instants à consommer, mais comme des chances à offrir. Ils roulèrent vers la clinique, les phares perçant la pluie fine, et le chronomètre battant un tic-tac presque humain contre la peau d'Alexandre. La clinique avait cette odeur froide et propre qui efface les souvenirs et impose l'attente. Ils passèrent l'accueil en silence. Emma tenait la main de sa mère comme si ce geste pouvait suspendre le monde. Le couloir menant aux consultations scintillait de néons et, à travers une porte vitrée, on devinait la salle d'attente où d'autres familles patientaient, serrant des livres, des jouets ou des poings. Le docteur Moreau les attendait dans son bureau, retirant ses lunettes et joignant ses mains sur le bureau comme pour contenir une pensée fragile. Son visage, habituellement imperturbable, portait les marques d'un échange récent qu'il avait ébranlé. « Nous avons refait les examens, dit-il sans détour. Il y a une anomalie. Je veux être clair. Ce que nous voyons nécessite d'autres explorations et, selon les résultats, un traitement. Je sais que ce mot frappe fort, je préfère ne pas vous laisser dans l'approximation. » Alexandre sentit le sol se dérober à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas tant la surprise que la familiarité d'une douleur connue, celle des décisions à prendre, des rendez-vous, des négociations avec l'inconnu. Camille, elle, sentit la chaleur monter à ses yeux et luttait pour donner un visage à la peur, pour ne pas laisser sa voix se briser devant Emma. « Est-ce qui est grave ?» demande la petite, voix claire mais trahissant une inquiétude contenue. Ses doigts, serrés autour du jouet en tissu, blêmissaient. Camille ravala un sanglot et posa sa main sur la tête d'Emma, comme on appose un pansement sans savoir s'il suffira. Alexandre inclina la tête, parla doucement à la fille. « Nous allons faire tout ce qu'il faut, murmura-t-il. D'accord ? Nous serons là, chaque étape. » Le docteur Moreau expliqua ce qu'il savait. Images, anomalies, hypothèses. Il utilisa des mots circonspects, lésions, différenciation, biopsie, et chaque terme semblait creuser un sillon dans le temps. Il dessina des calendriers, proposa des spécialités à consulter, nomma des examens spécialisés et, surtout, invita à la prudence. Rien n'était définitif, tout était à vérifier. Ils quittèrent le bureau en tenant compte de ce qui avait été dit, sans le laisser occuper tout l'air. Dans la petite salle d'attente, Emma observa un mobile accroché au plafond. Les couleurs tournoyaient comme si elle savait mieux que les adultes comment oublier. Alexandre prit le chronomètre de son poignet, le pressa contre sa paume comme pour sentir qu'il battait, prélude concret à l'action. Sur le trottoir, la pluie avait cessé. Le monde continuait, comme si de rien n'était. Voitures, conversations lointaines, la rumeur de la ville qui ne s'arrêtait pas. Camille sentit l'urgence de parler, de ne pas laisser le silence devenir une chambre froide. « On ne va pas se laisser engloutir par ça, dit-elle. Pas tout de suite, pas seule. » Alexandre la regarda, reconnaissant la tartine de courage qu'elle s'imposa pour ne pas s'effondrer.
Nous avons des réseaux, dit-il, des gens qui savent écouter, des équipes qui peuvent prendre le relais sur certains jours. Nous pouvons ajuster nos engagements. Mais je veux aussi que tu saches, je ne quitterai pas la clinique si tu as besoin que j'y aille. Nous trouverons un équilibre. Ils prirent la décision qu'il leur sembla juste, annoncer aux proches et aux équipes de confiance, demander aux membres du projet de piloter certaines réunions et établir un calendrier d'examen. Ils firent des appels rapides, des messages succincts. Les réponses affluèrent, pleines d'une chaleur qu'ils n'avaient pas toujours mesurée. Offres d'aide précises, repas amenés, propositions de garde pour les après-midi hospitaliers, une main tendue sans exagération. La solidarité n'effaça pas la peur, mais elle la reposa sur des épaules partagées. C'était un soulagement concret, un élan vers l'extérieur qui leur permit d'abaisser un peu la tension. Toutefois, la question intime demeurait: comment vivre le quotidien pendant qu'un avenir incertain se préparait dans des salles d'examen? Ils instaurèrent, sans cérémonie, de nouvelles règles. Les matins d'hôpital devenaient des matinées à trois. L'un restait avec Emma pendant que l'autre rendait visite au travail ou prenait en charge une réunion à distance. Ils acceptèrent des aides ménagères temporaires. Ils apprirent à dire non sans sentir que chaque refus était un échec moral. Des décisions pratiques, mais lourdes. Qui accompagnerait Emma aux séances? Qui expliquerait aux enfants de l'école les absences? Comment concilier les finances si les soins alourdissaient le foyer? Emma, quant à elle, resta étonnamment présente à l'instant. Elle se mit à dessiner des bateaux, beaucoup de bateaux, et colla au réfrigérateur un petit papier où elle avait écrit « Pour qu'on ne se perde pas ». Les bateaux, disait-elle, portaient la maison. Camille et Alexandre prirent ce dessin comme un contrat implicite, préserver la maison quoi qu'il arrive. Les jours d'examen furent ponctués d'attentes. Parfois, ils se surprenaient à regarder l'heure comme s'il y avait une solution mathématique au mystère. D'autres fois, ils faisaient les 10 minutes, assis côte à côte sur un banc d'hôpital, regardant leur fille jouer avec des cubes, parlant de banalités, le potiron à acheter, la facture d'électricité, simplement pour remplir l'espace de choses qui appartenaient à la vie ordinaire. Ces capsules devenaient de petites îles où la peur pouvait respirer sans tout avaler. Une nuit, après une longue journée d'examen d'imagerie, Camille resta éveillée, scrutant le plafond, réfléchissant à ce que signifierait une bataille longue. Elle se leva, trouva Alexandre dans le salon, la tête dans les mains, le chronomètre posé sur la table, tic-tac sourd et familier. « Si c'est long, dit-elle, je voudrais que l'on garde ce que nous avons appris à faire avec le groupe, que l'on reste honnête, que l'on ne transforme pas la maison en hôpital. Emma doit sentir que la vie continue, même si elle est différente. » Alexandre leva les yeux, fatigué mais ferme. « Nous rendrons visite aux réunions, répondit-il. Nous commanderons des plats qu'elle aime. Nous continuerons à lire les histoires du soir. Mais nous demanderons aussi de l'aide quand il le faudra. » Ils dormaient, par alternance, prudemment, comme deux sentinelles épuisées. Le lendemain, ils reçurent l'appel du spécialiste. Une biopsie était programmée à date proche. Les heures s'étirèrent jusqu'à la matinée où, encore une fois, ils se retrouvèrent dans un corridor blanc. Emma portait une peluche. Camille, des gestes précis, confortait sa fille, répétant des petites phrases choisies pour ne pas effrayer. « Nous sommes là, tu n'es pas seul. » La procédure se déroula. Ils attendirent dans une salle d'attente qui semblait suspendue. Des familles autour d'eux parlaient à voix basse, échangeant des regards qui faisaient écho à leur propre anxiété. Alexandre prit la main de Camille et tous les deux regardèrent la pendule. Le chronomètre, oublié sur la table du salon, avait été remplacé par le temps immobile des gestes hospitaliers. Quand la porte s'ouvrit, le chirurgien apparut, visage honnête. « Tout s'est bien passé, dit-il. Nous avons ce qui est nécessaire pour analyser. Je comprends que l'attente sera difficile. » Nous faisons tout pour accélérer. Ils remercièrent d'une voix mécanique, reprenant une cohérence dont ils ignoraient encore la fragilité. De retour à la maison, ils se laissèrent tomber sur le canapé, épuisés mais encore vivants. Emma se coucha tôt, et dans la chambre, avant de l'éteindre, Camille la regarda, traça une lettre sur son bras, comme pour inscrire un nom à garder.
Les jours suivants furent remplis d'occupations légères qui faisaient écran. Travail, réunions, le projet qui demandait des arbitrages, des articles à relire. Mais la vie commençait à se plier autour de cette attente. Ils apprirent à déployer leur réseau sans honte, à accepter les plateaux repas, les messages brefs d'encouragement, les propositions d'accompagnement. Les collègues arrivèrent, non pas en foule curieuse, mais avec des gestes précis, garder un après-midi, prendre en charge une réunion, offrir une oreille. Un samedi matin, la sonnerie retentit. C'était le laboratoire. Les résultats étaient prêts. Le cœur de Camille bondit. Alexandre se sentait prêt à tout et à rien. Ils se rendirent au cabinet, la respiration mesurée, comme pour une traversée dont on ignore la météo. Le docteur Moreau prit une inspiration longue et posa une main sur le dossier. Les cellules sont atypiques. Nous n'avons pas pour l'instant un diagnostic définitif de malignité. Il y a des éléments qui requièrent une vigilance et, très probablement, un traitement ciblé si les examens complémentaires le confirment. Mais nous devons procéder par étapes. Je sais que cette incertitude pèse. Le mot « incertitude » semblait écorcher la pièce. Il n'avait pas entendu cancer, ni bénin, un entre-deux qui engloutissait les jours. « Que proposez-vous » demanda Alexandre. D'abord, d'autres examens pour préciser la nature. Ensuite, si nécessaire, une équipe multidisciplinaire pour définir le meilleur parcours. Nous veillerons à la moindre agression, à la moindre souffrance, et vous ne serez pas seul face aux décisions. Camille sentit une gratitude simple, pure, comme la flamme d'une bougie qu'on protège d'un courant d'air. Elle hocha la tête, envoya un regard à Alexandre et vit dans ses yeux une résolution silencieuse. Ils entreraient dans ce combat ensemble, selon leurs principes, sans renier ce qu'ils avaient appris à bâtir. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent pas beaucoup. Le paysage défilait, et les voitures autour semblaient n'avoir rien remarqué de la bataille invisible qui se déroulait dans leur voiture. Emma chantonna un refrain appris à l'école, et, pour la 100e fois, Camille regarda le dessin du bateau collé sur le frigo. Il fallait maintenir la coque solide. Cette période fit ressurgir des souvenirs enfouis. Les premières nuits où Alexandre, enfant, avait veillé un parent malade, la peur que Camille gardait de ne pouvoir porter toute la peine. Ils se racontèrent des fragments de ce qu'ils avaient été, non pour dramatiser, mais pour s'adosser à une histoire qui les rendait capables d'affronter l'incertain. Le projet, loin d'être mis de côté, devint un terrain d'apprentissage. Ils mirent en place une cellule d'écoute interne pour les employés, enseignèrent aux équipes comment accompagner une famille en crise et établir une procédure simple pour que le travail continue sans que la vie privée ne soit ni exposée ni effacée. Les semaines qui suivirent oscillèrent entre examens, petites victoires et retour en arrière. Parfois, tout semblait s'apaiser, une image rassurante, une nuit calme. Parfois, l'incertitude revenait, lourde. Mais ils avaient appris à poser des gestes, une soupe préparée par une voisine, un appel d'un ami qui riait pour déroger au sérieux. Un après-midi où Alexandre et Camille firent semblant d'ignorer la clinique et allèrent au bord du lac avec Emma, laissant embarquer son petit bateau de papier sur l'eau. Le chronomètre désormais n'était plus seulement un instrument de peur, il était un rappel à partager le temps. Ils programmèrent des 10 minutes chaque soir, parfois dans la cuisine, parfois au chevet d'Emma. Ces moments leur appartenaient, un exercice de lucidité douce, une manière de dire « nous sommes présents, même si tout est incertain ». Un soir d'hiver, alors que la neige venait couvrir le toit du voisin, le spécialiste les appela pour une réunion. Les images et les bilans étaient suffisamment clairs pour proposer un plan. Ils s'assirent face au médecin, écoutant une feuille de route mêlant prudence et ambition thérapeutique. Il y aurait des traitements, peut-être une intervention locale, des ajustements mineurs. Les mots étaient choisis pour dire la vérité sans effrayer, pour permettre l'adhésion sans illusion. Quand ils sortirent de l'hôpital, la nuit était tombée. Les lumières de la ville réchauffaient l'air froid. Emma, emmitouflée, tenait la main de sa mère. Alexandre posa sa main sur l'épaule de Camille comme pour sceller une promesse faite à voix basse.
Nous continuerons à regarder les jours ainsi, non comme des instants à consommer, mais comme des chances à offrir. Ils remontèrent dans la voiture. Le chronomètre sur la table de bord sembla battre d'un rythme qui n'appartenait qu'à eux, pareil à un cœur que l'on écoute pour renouer avec la vie. La route n'était pas finie. Mais cette nuit-là, en rentrant, ils allumèrent la lampe du salon, s'assirent tous les trois et commencèrent à lire à voix haute, presque en chœur, le livre préféré d'Emma. Les paroles formaient une trame qui pour un moment les soutint tous. Ils n'avaient pas toutes les réponses, ils en avaient quelques-unes, et surtout la certitude qu'ils ne feraient pas le chemin séparément. La tempête possible restait à l'horizon. Entre-temps, ils garderaient leur rythme. Les 10 minutes, les repas partagés, l'appel d'un ami, une réunion bien préparée par les collègues. Ils transformaient l'attente en geste concret et la peur en présent continu, humble et tenace. Ils fermèrent les volets, posèrent le dessin du bateau à portée de main et allèrent dormir, emmitouflés dans l'idée que même au milieu de l'incertitude, on peut tenir la barre ensemble.